Bien, donc on arrive à la troisième partie. Dans la première partie, nous avons vu la réponse de l'équation d'état. Et on a vu que ça dépend d'une exponentielle de la matrice A, exponentielle AT. Et dans la deuxième partie, nous avons vu comment calculer cette exponentielle par différentes méthodes. Donc, une fois on a calculé cette exponentielle, on peut donc parler de la réponse du modèle d'état ou bien de la représentation d'état. Et ça sera donc l'objectif de cette troisième partie. On va commencer par le régime transitoire et on va voir l'influence des modes. Ensuite, on va voir juste la réponse impulsionnelle et la réponse indicielle. On peut donc aussi voir la réponse harmonique, une entrée sinusoïdale, mais ça ne sera pas fait dans ce chapitre. Donc, si on considère une représentation d'état où on suppose que D égale à 0, la matrice D égale à 0, qui est souvent le cas dans la pratique, et on suppose que la condition initiale à instant t0 égale à x0, la réponse donc est donnée, donc, comme on l'a vu dans la première partie, par cette expression. Donc, ça dépend de cette exponentielle de AT, et on a vu donc comment on l'a calculé. Le premier terme donc, consiste en régime libre, donc ce terme-là, donc ça dépend seulement de des matrices C, matrice A et de la condition initiale x0, il ne dépend pas de U. Le deuxième terme, donc c'est le régime forcé, qui dépend donc de l'entrée U, donc la réponse ne dépend que des conditions initiales. Et le second terme est le régime forcé dépendant du signal d'entrée U du T, donc ceci est le premier terme, et ceci est le deuxième terme. Les deux termes donc, font apparaître exponentielle AT, et on a discuté ceci. Donc, on appelle le mode d'un système un terme de son régime libre, c'est-à-dire lorsque U est absente, lorsque U égale à 0. Chaque mode est donc lié à une valeur propre. On appelle parfois le mode lambda I. Par abus de langage, les racines de l'équation caractéristique, les lambda I, on les appelle aussi les modes. Les modes vont caractériser comment il va se comporter le système, s'il est donc stable, instable, oscillant, etc., comme on va le voir tout de suite. Lorsqu'une valeur de lambda I est à partie réelle strictement négative, le terme correspondant, c'est-à-dire l'exponentielle, disparaît asymptotiquement. Donc, c'est une exponentielle, donc si c'est à partie réelle négative, donc ça va disparaître d'une façon exponentielle. Si tous les lambda I sont ainsi, c'est-à-dire à partie réelle négative, et si U du T converge, c'est-à-dire à valeur finie, vers une valeur finie avec le temps, alors la réponse du degré T converge vers une valeur finie. Donc, ceci est conforme à la condition de stabilité qu'on a étudiée avec la fonction transfert. Donc, pour que le système soit stable, il faut que, pour toutes les racines, il faut avoir une partie réelle négative. Je peux avoir soit strictement réelle ou bien complexe conjugué. Et il faut que la partie réelle soit strictement négative pour que le système soit stable, ou bien il converge de façon asymptotique vers le zéro, ou bien vers une valeur finie. Donc, l'asymptotiquement, donc, ça vient de cette exponentielle. Ceci, donc, nous conduit à dire que si les lambda I, une des lambda I n'est pas à partie réelle strictement négative, donc il est impossible que l'exponentielle corresponde disparaisse. Donc ça va augmenter de façon exponentielle, donc, puisque c'est à partie réelle non négative. Si lambda I et lambda J sont des valeurs propres complexes conjuguées non réelles, leurs parties imaginaires vont engendrer des termes sinusoïdaux dans l'expression de x du t. Donc c'est à partie réelle strictement à partie imaginaire pure. Lorsque les termes exponentiels sont convergents, c'est-à-dire la partie réelle est négative, la convergence est plus rapide lorsque cette partie réelle est plus grande en valeur absolue. On va voir ceci par la suite dans la figure suivante. En résumé, c'est le plus ou moins grand ratio, rapport, entre la partie imaginaire et la partie réelle d'un pôle qui caractérise le comportement oscillatoire. C'est-à-dire, si j'ai des racines lambda I complexes conjuguées, mais telles que la partie réelle est très supérieure à la partie imaginaire, on peut considérer que presque c'est du réel, c'est-à-dire il n'y a pas des oscillations.
Sinon, donc, si la partie imaginaire est beaucoup plus grande que la partie réelle, va avoir plus d'oscillations. Ce sont les pôles dominants, c'est-à-dire qui ont la partie réelle la plus grande au sens algébrique, c'est-à-dire en valeur absolue, qui ont le plus d'influence, c'est-à-dire si j'ai plusieurs pôles. Il y a des pôles proches des zéros et des pôles loin des zéros, à partir donc réelle en valeur absolue plus grande. Ce sont les pôles qui dominent, qui vont caractériser le comportement, c'est-à-dire on peut négliger les autres pôles. Ça permet de simplifier le système, la commande du système. Tout ceci est donc résumé par cette figure. Donc ici vous avez donc l'axe des réels et l'axe des imaginaires. Si j'ai des pôles complexes conjugués à partie réelle négatif, donc je vais avoir un système oscillant amorti. Plus je suis dans l'axe négatif, donc ces oscillations vont être courtes. Donc c'est la partie réelle qui va dominer sur la partie imaginaire. Ici, vous avez en bleu une racine réelle, à partie réelle négative, proprement négative. Et donc ça va donc converger, rapidement, donc si cette partie réelle est encore plus grande en valeur absolue. Ici, donc, vous avez des racines sur l'axe des imaginaires, donc soit purement réel, c'est-à-dire 0. Donc, on va avoir une réponse de cette forme-là, ou bien on va avoir des sinusoïdes pour des racines à partie imaginaire pure. Mais bon, en pratique, c'est un système instable. Pour des racines à partie réelle positive, soit réelle pure ou bien complexe conjugué à partie réelle pure, donc on va avoir un système qui est instable. Soit il diverge exponentiellement, soit il va osciller et ça va diverger. Et dans les deux cas, c'est un système qui n'est pas stable. Donc en résumé, il faut avoir la partie réelle négative pour que le système soit stable. La réponse converge. Et si c'est réel positif, donc on va pas avoir des oscillations, sinon c'est un complexe conjugué, on va voir des oscillations. On va voir maintenant la réponse impulsionnelle. Donc je vous rappelle que c'est la réponse à une impulsion dite de Dirac. C'est une impulsion qui a une énergie théoriquement infinie et une durée très courte. L'intérêt de la réponse impulsionnelle, c'est qu'elle nous donne, donc dans le cas de la fonction transfert, nous donne directement la représentation du système, la fonction de transfert. Dans le cas du modèle d'état, donc, et en l'absence de transmission directe d égale 0, donc je rappelle que c'est une hypothèse qu'on fait souvent, la réponse est donnée par cette expression. On ne va pas la démontrer, juste on va considérer cette expression. Donc on voit que ça dépend de cette exponentielle at, donc comme d'habitude, de la condition initiale x0 et de la matrice B ou bien du vecteur B s'il s'agit d'une entre U scalaire. La forme de cette réponse correspond à une réponse en régime libre d'un système dont la condition initiale serait x0 plus b. C'est-à-dire, on a vu dans la réponse du système, celle-ci, donc ça dépend de x0. Donc, dans le cas d'une impulsion de Dirac, donc tout ce terme-là sera remplacé juste par b. Et on va avoir comme si on a juste un régime libre avec une condition initiale x0 plus b. Ici. Donc, pour la réponse indicielle, donc c'est la réponse à un échelon unitaire, I du t égale à gamma du t, donc amplitude, gamma de t c'est une constante, appelée aussi fonction de Hevesian. L'expression de y de t est alors donnée par cette expression. Donc ici, donc c'est le régime libre, c'est exponentielle à t fois x0 plus l'inverse de a fois b, moins c, donc ici le calcul de l'intégrale donne ceci.
Et ce qui nous suppose ici que A est inversible. Donc, il faut avoir la matrice A inversible pour que cette réponse existe. C'est le cas si la réponse est convergente, c'est-à-dire si A est inversible, donc cette réponse va tendre vers une valeur finie, sinon donc ça va diverger. On voit clairement que le régime permanent est égal à moins C A moins 1, donc c'est exponentiel A moins 1, fois B, donc ce terme-là. Ceci est cohérent avec la définition du gain statique d'une fonction transfert. Donc on retrouve la même expression, donc on a supposé que D égale à 0, mais même si D n'est pas 0, donc on aura donc ce terme-là. Pardon. Donc on va terminer donc, ce chapitre avec cette réponse indicielle. On a l'expression générale de la réponse d'un modèle d'état. On a besoin de calculer l'exponentielle de AT et à partir de là, on peut faire la réponse indicielle, la réponse impulsionnelle, le régime transitoire ou autre réponse.